Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, 27 heures et 72 minutes, ou plus si vous ne regardez pas cette vidéo en même temps que je l'écris, ce qui est fort probable, en quel cas faites le calcul vous-même. Pas plus tard qu'il y a une demi-semaine donc, je me suis fait la réflexion que peu de gens, au final, appréciaient le concept de royauté. Ils trouvent en général que c'est démodé et surtout que c'est cher face aux affres des petites gens qui ne savent même pas se payer un abonnement téléphonique convenable leur permettant de jouer à l'envi à Candy Crush. Pour tout dire, parce que j'aime tout dire, c'est dans l'air du temps, leur petit avis est un petit peu ridicule, à l'instar d'ailleurs de leur petite vie étriquée dans laquelle ils prennent leur petite raison de s'offusquer sur C8 ou RTL TVI. Les chiffres sont pourtant clairs. La présidence française coûte à chaque Français 1,40 € par an. La royauté belge, un tout petit euro. Et pour ce qui est de la royauté britannique, le prix à payer pour voir un endimanché passer 2 fois l'an dans un carrosse doré est exactement pareil à celui que les Français donnent pour voir leur président en bras de chemise indiquer comment il va sodomiser proprement tous ceux qui l'écoutent. Car c'est en cela que la monarchie est grande, de mon point de vue, et de celui de ceux qui ne ramènent pas nécessairement la politique et l'histoire de l'humanité à la simple notion de cancel culture. Bien entendu, certains rois, empereurs et autres détenteurs du pouvoir absolu ou démocratique, à travers l'histoire, ont profité qu'ils étaient sur le trône pour déféquer sur le reste du monde, mais statistiquement, le nombre d'élus qui ont fait pareil doit être proportionnellement égal, toujours à mon avis. Je n'ai pas vérifié, mais je sens ces choses-là. Intuition féminine. C'est donc en cela que la monarchie est grande. Lorsqu'elle est constitutionnelle, elle se situe au-dessus de tout, pas comme une dictature, mais plutôt comme un symbole, un ciment, un arbitre et un repère. D'ailleurs, les souverains occidentaux ont assez peu de pouvoir politique. C'est un concept qui échappe hélas à tous ceux qui voient les nations comme autant d'entreprises à gérer et certainement pas comme des entités vivantes composées de foules sentimentales. À peine les rois font-ils des discours bien sentis à la Noël ou aux fêtes nationales et accompagnent-ils les chefs d'entreprise dans des voyages au long cours. Je n'ai rien contre la République, mais il faut bien reconnaître que jamais un président ne fait l'unanimité ou presque. Pourquoi? Parce qu'il se mêle de politique. Vous allez me dire que c'est un peu le but, effectivement, mais c'est nettement moins idiot que ça en a l'air. Contrairement à un roi qui, dès son plus jeune âge, est formé à sa fonction, avec tout ce que cela compte de sacrifices, d'impossibilité d'aller boire un verre avec les copains, de se rendre dans une boîte échangiste et de prendre position sur de grands sujets de société comme l'intelligence artificielle va-t-elle nous rendre cons ou téléspectateurs de Face à Baba? Pire, tout petit déjà, le prince est grand et ne peut montrer son cul à tous les passants. Contrairement à un roi, donc, un président ou tout autre chef d'État élu au suffrage universel ne peut qu'être hypocrite s'il veut convaincre le plus grand nombre de voter pour lui. Si bien qu'en France, pour ne citer que cette merveilleuse nation, le chef de l'État est finalement élu avec un petit peu plus de 50% des voix, dont une bonne moitié est exprimée par défaut ou par dépit. Puis il se passe une centaine de jours et le nouveau président est conspué par quasi tout le monde. Si on devait faire une métaphore sportive, toujours à destination des gens qui réfléchissent avec leur apéro du dimanche, je dirais que dans une course cycliste, le président d'une république est le maillot jaune qui doit se battre jusqu'au bout pour le garder, tandis que le roi est plutôt l'organisateur de la dite course, forgé pour le devenir, âpre dans l'effort d'endurance et en place tant qu'il n'aura pas fait de grosses fautes ou qu'il n'aura décidé de prendre le large pour cause de grosses fatigues. Donc oui, je suis royaliste. Je trouve que notre roi est intelligent et marrant et que sa fille, qui lui succédera, sera sans doute une grande reine. Et pendant que les présidents français, ou pire, américains, travaillent entre 4 et 10 ans avant de s'octroyer une pension mirobolante, les rois naissent avec le sens du devoir chevillé au corps et meurent souvent dans l'exercice de leurs fonctions. Bien que cela soit de plus en plus rare, et notamment en Belgique. Mais je ne leur jetterai pas la pierre, puisque Charles III, comme notre Albert II en 1993, ont commencé à travailler au moment où tous les autres citoyens partaient en retraite.
Mais où diable veut-il en venir, vous dites-vous, sans doute, comme si, au lieu de NordVPN, c'est le palais de Laeken et celui de Buckingham réunis qui m'avait proposé une sponsor. Bien que j'ai un peu honte de vous l'avouer, parce que d'habitude je lis plutôt Balzac, Nothomb, Hugo, Telet, Rollin, Aimé, Guillain, Romain, qu'à Jérôme, et plus rarement le Figaro Madame, j'ai acheté et consommé l'autobiographie du prince Harry, intitulée « Le suppléant ». Mais ce n'est pas vraiment de ça que j'ai honte. Après tout, si je dois avoir honte de ça, que dire de vous? Je vous ai surpris la dernière fois à la Fnac, en train d'hésiter entre le livre de la collection La Pléiade, parce que vous aviez fait semblant d'être érudit auprès de votre nouveau crush trouvé sur Mythique, et qu'il fallait rattraper votre retard, et un guide intitulé « Comment connaître mon quotient intellectuel à ma façon de couper les champignons pour faire ma blanquette de veau ». Finalement, vous avez pris une BD, mais il fut moins une. Ce n'est donc pas tellement de ça que j'ai honte, mais plutôt du fait que je n'ai pas détesté le bouquin. J'ai même plutôt pas mal apprécié. Bon, vous verrez que j'ai un tas de circonstances atténuantes, mais quand même, je comprendrai que vous vous désabonniez. Déjà parce que j'ai dit du mal de votre président, alors que lui aussi, je l'aime plutôt bien, et que vous le détestez. Avouez, bande de petits anarchistes accrochés à leur pension. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'aime tout le monde. Alors, suis-je amoureux? Tapez 1. Ai-je pris de la drogue? Tapez 2. Ai-je de toute façon ancré dans mon caractère cette propension à aimer les gens? Tapez-vous un fou rire. Une fois n'est pas coutume, avant de traverser la Manche et d'y rester pour le reste de cet épisode, je vais faire un peu de publicité copinage pour une fille extraordinaire. Et je sais de quoi je parle, puisque c'est la mienne. Fanette, puisque je l'ai intitulée de la sorte au moment où elle est née, fait de la BD. Elle n'est pas encore éditée parce qu'elle est fraîchement émoulue de l'école, mais elle commence à montrer ce qu'elle sait faire sur Instagram. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'aller voir son compte, qui se nomme Fanfan la Tulle, comme indiqué en description. Je n'ai pas honte de dire que je lui ai inculqué de bonnes valeurs et que son alimentation était composée à 30% de bonnes choses bio et largement comestibles, à 20% de pizza et à 70% d'humour glacé et sophistiqué, comme on dit dans les meilleures maisons parisiennes. Alors bien sûr, vous allez me dire que ça fait 120%. Eh bien parfaitement. Ma fille Fanette est à 120%. Et voilà tout. Et seule ma modestie légendaire me retient de multiplier le dit chiffre par beaucoup. Cela dit, pour revenir à Instagram, elle y a mis quelques-unes de ses planches et je vous garantis que vous allez passer un bon moment. Mais revenons à un autre enfant, nettement moins beau puisqu'il est roux, nettement moins talentueux puisqu'il a sans aucun doute eu recours à un nègre, nettement... On ne peut pas dire nègre, comment ça? Ah oui, mais non, ici je dis nègre parce qu'il s'agit de quelqu'un qui écrit pour un autre. Il y a une référence à l'esclavage, hélas. Vous voyez? Vous pensez bien, s'il s'en agissait d'un vrai, jamais je n'aurais prononcé ces mots. Ah non, non, ça voudrait dire automatiquement que je suis un sympathisant de la droite extrême et ma carrière s'arrêterait net. L'étymologie, l'innocence, la bonne foi, tout ça, ça ne tient pas la route face à la poignée d'épais du bulbe, là, qui mettent des sarouels violets tout en nous fustigeant de dire des mots qu'ils ont unilatéralement bannis du monde, parce que, tu vois, ça fait trop mal, c'est d'une violence. Revenons dès lors au prince Harry, qui n'a donc pas écrit son livre. Comment le sais-je? Eh bien, pour tout dire, il passe le premier tiers du bouquin à raconter, entre autres, qu'il n'aimait pas l'école, que ses professeurs tentaient en vain de lui débloquer le neurone, qu'il adorait le sport, la guerre, qu'il croyait que sa mère se cachait quelque part, sans doute sur la même île où Michael Jackson se dort la pilule en discutant musique avec Elvis Presley, qu'il s'est brûlé les méninges à fumer des joints par paquets de bœufs entiers et à boire plus que de raison, car ce n'est guère prétentieux de dire que pour écrire une telle brique, et c'en est une, qui plus est bien charpentée et disons-le passionnante, il faut avoir toute sa tête, et que celle-ci soit tout entière dévouée à son œuvre. Or, le boulot principal que semble exercer le prince Harry depuis la nuit des temps, et pas celle de Barjavel, c'est de tenir la main de Meghan dans les médias people américains, d'être celui par qui le scandale arrive, et surtout d'être le suppléant, au cas où William avalerait de travers. Et encore, puisque, depuis qu'il s'est reproduit, le fils aîné de Charles III a relégué son frère dans le placard de l'histoire
là-bas, au fond, à Léoust. Et puis surtout, une petite recherche sur Internet montre que l'homme de couleur qui s'est occupé de rédiger les mémoires du prince s'appelle John Joseph Mooringer, un journaliste détenteur du prix Pulitzer et que George Clooney aurait lui-même présenté au prince. Le prince Harry a donc fait appel à un subsaharien qui a un nom de chancelier allemand pour rédiger ses mémoires. Et il a bien fait. L'ensemble est de bonne facture, je l'ai déjà dit. Attention, je parle essentiellement de la forme. Métaphore, digression, philosophie d'assez haut vol, ton léger, humour. Tout cela a fait que chaque soir du mois de janvier, j'étais heureux de retrouver mon lit pour avaler quelques chapitres d'un brûlot pourtant tout relatif. Car au niveau du fond, c'est une autre histoire. Le nom blanc du prince Harry tend à montrer par son texte que le suppléant a ce qu'on appelle des problèmes de riches. Il ne côtoie que le sommet de la pyramide de Maslow, si vous voulez. Se chercher à manger, trouver un gîte, penser à gagner sa vie, tout ça, ça n'est guère son quotidien. Par exemple, puisqu'il ne sait pas quoi faire un été au début des années 2000, il en parle à papa qui l'envoie se refaire une bonté dans ce pays enclavé qu'est le Lesotho pour s'y occuper de gens qui meurent par charrette entière du sida. Pourtant, et à moins d'avoir sauté de nombreuses pages, on se demande vraiment ce qu'il y a foutu dans ce pays où aujourd'hui encore, une personne sur 6 est porteuse du VIH. Je crois qu'à un moment, il dit que c'est triste la situation dans ce pays et que ah là là, mais ça prend une ligne et demie. Et jamais, au grand jamais, il ne décrit la situation catastrophique du Lesotho et encore moins fait-il une étude de cas. Au contraire, il nous parle d'excursions rasta-safariesques, de sa rencontre avec Chelsea Davy, son premier grand amour, et finalement des conditions très bourgeoises de son séjour là-bas. Quand je pense que moi, au même moment, j'allais nettoyer les plages en Galice qui avaient été souillées par le pétrole du Prestige et que je dormais dans un hall omnisport, ça remet les choses en perspective. Et à tout le moins, ça donne l'impression que se rendre là-bas était surtout l'occasion de donner à ses sujets l'image d'un petit prince qui veut apprivoiser le monde tout en se cachant des paparazzis, car l'essentiel est invisible pour les yeux, qu'il a de l'empathie et qu'il est vachement concerné par la santé publique et qu'en effet, ah là là. Et puis, sans vraiment être dérangé par le propos en lui-même, la première partie sent la redondance à plein nez. Le prince Harry a perdu sa maman en 1997, à la fin du mois d'août, nous le savons. La description des souvenirs d'enfant qu'en fait son mélanoderme est touchante, certes, avec son lot de paparazzi intrusifs et de sentiments de vengeance obligatoirement tus, mais donc répétitive. Il en parle tellement qu'on dirait que sous prétexte que Lady Di était célèbre, sa mort a plus compté pour ses enfants que celle de toute autre mère pour des enfants de base. Genre qui font du judo le mercredi après-midi dans la salle paroissiale et qui ont une boîte à tartines orange qui pue le salami de chez Aldi et dont la génitrice trépasse donc d'un cancer des cheveux alors même qu'ils n'avaient pas encore eu leur compte de caresses et de bisous magiques. Alors je veux bien que Lady Di était une bonne mère et qu'elle aimait notamment le prince Harry, bien qu'il fût roux. Mais gardons les choses dans leur juste proportion, que diable. 2 de mes 4 nombreux enfants, pour ne citer qu'eux, ont perdu leur mère il y a quelques années. Eh bien pour autant, ils n'ont pas fait une première partie de livre autobiographique épaisse comme un pneu de camion, comme un dictionnaire ou comme un demi-chapitre d'un ouvrage de Ken Follett. Dès lors, le décès de sa mère, qui était super bonne, reconnaissons-le, et pas seulement avec les enfants, là par exemple elle est bonne, là aussi, pas mal, là elle est vachement bonne, là non par contre, là oui, et là, surtout là, oui. Le décès de sa mère, donc, occupe toutes les pages de la première partie, il y en a 3, en même temps qu'un autre concept bien tristounet pour le pauvre Harry. Comme le titre du livre l'indique, il n'est que le suppléant, c'est-à-dire le numéro 2, la 5e roue du carrosse, la quantité négligeable, le type qui peut prendre l'avion avec le prince héritier et que l'avion se crache, ça ne changera rien à la succession, il y a d'autres candidats avant lui. D'ailleurs, sans vouloir me vanter, ni vous pousser à la consommation, j'ai fait précédemment une excellente vidéo sur le sujet, à savoir sur le fait qu'il est bien difficile d'être le numéro 2 en toute chose. Le lien est en description. Puis, bien entendu, le reste du bouquin tourne autour de la zigounette désormais mariée et des poumons encannabissés du prince, enrobant le tout dans la très belle écriture
de son ramasseur de coton. Alors pourquoi le prince Harry a-t-il écrit ce livre? Plus exactement, pourquoi est-il allé raconter son histoire à un porte-plume d'Afrique centrale? Eh bien, du haut de mon esprit critique, j'ai bien sûr soumis la question à la crème de la crème des spécialistes en la matière, et pour tout dire de l'éclair au chocolat, à la faveur de ma visite dominicale en la boulangerie du coin, puisque je ne connais personnellement aucun politologue ni spécialiste de la royauté. De plus, mon coiffeur étant pour ainsi dire inexistant depuis que j'ai décidé de perdre mes cheveux, je ne pouvais soumettre le problème qu'à mon boulanger. Et voilà ce qui émane de notre conversation à bâton rompu, qui releva plus du monologue de sa part, entre ma commande d'un petit pain de campagne et la réception de ma monnaie sur un billet de 5, que du dialogue équilibré. La première hypothèse est que le prince Harry s'ennuie ferme en Amérique. Il est vrai que dans ce pays qui n'en est pas un, je sais, évitez-moi vos commentaires moralisateurs, il n'y a pas grand-chose à faire lorsqu'on est prince. Il n'y a pour ainsi dire aucune région sur laquelle régner, aucun sujet qui agite de petite Union Jack, aucune cathédrale Saint-Paul où enterrer sa grand-mère et marier son frère, et finalement très peu de paparazzi qui en Europe ont le bon goût d'être présents pour qu'on puisse passer notre colère dessus, mais qui, aux States, ont bien mieux à faire. Par exemple, mitrailler la plastique de Taylor Swift, la mort annoncée de Bruce Willis ou l'alcoolisme de la plupart des acteurs hollywoodiens. La seconde hypothèse est qu'il s'agit d'une idée du psychanalyste de Harry. Peut-être en avait-il marre de voir ce dernier frapper à la porte de son bureau jour et nuit pour lui faire part de toute sa détresse, parce qu'il ne parvient pas à oublier toute la misère que renfermait le Lesotho, et qu'il voyait presque tous les jours, pendant quelques semaines, dans sa prime jeunesse, à peine à 2 kilomètres du palace où il était logé. Et puis l'odeur, c'est surtout ça qui était difficile, l'odeur. Ah là là, n'oublions pas ça, ah là là. Alors peut-être que son psychanalyste, qui ne l'oublions pas non plus est psychanalyste, c'est-à-dire qu'il se persuade tous les jours qu'une idée est bonne à partir du moment où elle est bien formulée, peut-être son psychanalyste lui a-t-il soufflé l'idée de mettre tous ces petits problèmes sur papier, histoire d'aller faire chier quelqu'un d'autre, et en l'occurrence nous, sans penser qu'il y a des gens qui sont youtubeurs littéraires et qui sont donc forcés de se taper ce genre de briques. Les psychanalystes sont égoïstes, à défaut d'être compétent. Troisième hypothèse, la Saint-Valentin approchant, le prince Harry a peut-être besoin d'argent pour offrir une belle bague à Meghan. Personne n'est à l'abri de ce genre d'idées lénifiantes. Moi, personnellement, le 14 février est le seul jour où je n'aime pas ma femme, par engagement politique. Rien qu'à voir tous ces restaurants qui se transforment en une grande salle de table pour deux et tous ces couples qui ne regardent même pas dans la même direction et qui s'emmerdent, mais au moins au restaurant, ça m'écoeure. Désolé, je préfère encore Halloween, c'est pour dire. Mais Harry, lui qui est si romantique parce qu'au fond il ressemble à sa mère, maintenant qu'il n'a plus l'occasion de claquer des doigts pour obtenir ce qu'il veut, que sa femme est déjà un peu sur le retour de sa carrière cinématographique et qu'il doit travailler s'il veut garder un certain train de vie, il est bien forcé de trouver de l'argent. Or, l'écriture d'un livre, couplée à une promotion mondiale faite de têtes de gondole et d'occupation générale des vitrines, ça devrait le mettre à l'abri pour plusieurs années, sauf cocaïnomanie galopante. Rassurez-vous, j'ai encore d'autres hypothèses. La quatrième, par exemple, est que ce pauvre prince souffre de la maladie d'Alzheimer. Dès lors, il s'empresse de mettre sa vie sur papier pour ne pas l'oublier et de partager ses souvenirs avec le plus grand nombre, mais certainement pas de façon vénale. D'ailleurs, il ne se rappelle plus bien à quoi sert l'argent. La cinquième hypothèse est qu'il déteste tellement son père, qu'on appelait le prince vert quand il était encore prince, qu'il tient beaucoup à contribuer à la déforestation de l'Amazonie en coupant du bois pour en faire du papier et pour faire de ce papier des livres bien épais. La sixième hypothèse est qu'il veut régler ses comptes avec son frère, qui n'a pas toujours été tendre avec lui durant sa jeunesse, c'est authentique, et qui lui a même fait un croche-pied dégueulasse lorsqu'il avait 4 ans, et mangé sa part de cake, dont il a pourtant déjà la tronche. Et enfin, last and least, puisqu'il n'y a aucune autre hypothèse possible, mon boulanger est formel, le prince Harry aurait, grâce à ce livre, enfin la possibilité de faire fermer la gueule de con, oui, mon boulanger jure comme un charretier, à tous ces paparazzis qui ont clairement tué sa mère, qui avaient promis de se
remettre en question et de ne jamais poursuivre des mêmes assiduités les enfants de Lady Di, et qu'ils l'ont fait quand même, dans des proportions rarement atteintes dans l'histoire des paparazzades. Grâce à ce bouquin, le prince Harry imagine sans doute, et avec espoir, faire s'effacer toutes les saloperies qu'on a pu dire sur lui et régler ses comptes avec tous les colporteurs de rumeurs qui ont été dites à son sujet de Sa Majesté. J'ai du mal à imaginer quand je vois comme une rumeur, même me concernant, peut aller très vite et déjà ruiner, si pas une vie, quelques jours précieux de mon existence. Comment les paparazzis, tout excités à l'idée de prendre un adolescent ou un jeune adulte en défaut, peuvent rendre infernale une vie qu'il n'a jamais demandée. Et tout ça au nom de quoi ? Du commerce, très bien là dans le fond. Sans aucun doute ont-ils énormément de bagues à acheter aux alentours de la Saint-Valentin, de roses blanches à offrir à leur propre maman, mais plus vraisemblablement de petits pavillons de banlieue pour y mettre leur petite vie dont je parlais en introduction et de nouveaux appareils photo pour que les intrusions dont ils se rendent coupables soient encore plus nettes et qu'ils puissent même un jour entrer à distance dans le maillot des princesses sur la plage avec examen gynécologique en direct live devant des milliards d'yeux passionnés par ce concept de la vraie information poussé à son paroxysme. Alors je me rends bien compte que je m'emballe et que souvent les paparazzis œuvrent en toute complicité avec leurs victimes présumées. Mais l'histoire de la royauté britannique liée à celle des paparazzis montre qu'un meurtre a été commis en 1997 sous le pont de l'Alma. Qui plus est, après avoir poursuivi Lady Di dans Paris, les paparazzis ont mitraillé la princesse en train de mourir au lieu de lui porter secours. C'est authentique. Et un jour, le prince Harry est tombé sur les photos en question. Je ne vous raconte pas ce qu'il a pu ressentir. Allez, j'en profite pour vous lire un petit passage du livre autobiographique du prince Harry où il parle justement de cette course à la photographie scandaleuse que lui ont fait vivre les photographes imbéciles et amnésiques durant son adolescence. Faute d'en trouver ailleurs, j'ai cherché du réconfort dans la vodka Red Bull et le gin tonic. On m'a photographié à l'époque entrant et sortant à des heures indues d'un grand nombre de pubs, de boîtes de nuit, de soirées privées. Découvrir au réveil une photo de moi en une d'un tabloïd était tout sauf agréable. Mais le pire, c'était le son du déclencheur quand elle était prise. Ce clic horrible par-dessus mon épaule, dans mon dos ou dans un coin de mon champ de vision, à chaque fois je frémissais et mon cœur s'emballait. Mais après Sandhurst, ça m'a fait le même effet qu'un fusil qu'on arme ou que la lame jaillissant d'un cran d'arrêt. Et dans la foulée, un peu plus pénible encore, un peu plus traumatisant, il y avait le flash aveuglant. Super, je me suis dit. L'armée m'a rendu plus apte à reconnaître les menaces, à les sentir et à sécréter de l'adrénaline, et maintenant elle me rejette. J'étais au 36e dessous. Les paparazzis, étrangement, l'avaient compris. Plus ou moins à ce moment-là, ils ont commencé à me frapper avec leurs appareils photo, délibérément pour me provoquer. Ils me frôlaient, me donnaient une petite gifle, me bousculaient ou me flanquaient même carrément une baigne en espérant me voir me révolter. Car la photo n'en serait que meilleure et plus lucrative. En 2007, un cliché de moi se vendait dans les 30 000 livres. De quoi pouvoir verser un apport pour un appartement, mais une photo de moi me montrant agressif en prime, et c'était un apport pour une maison de campagne. Une fois, je me suis battu et les médias en ont fait leur chou gras. Je m'en suis tiré avec le nez en patate, mon garde du corps était livide. Tu as rendu ces paparazzis riches, Harry. T'es content ? Content ? Je lui ai répondu que non. Je n'étais pas content. Sinon, la vie du prince Harry d'Angleterre, telle que l'a si bien écrite son Black, n'est pas super intéressante. C'est justement le récit qui l'est. On découvre un homme destiné à être abîmé par l'existence, que personne n'envie, qui n'a pas énormément de culture, sans doute par réaction, qui fréquente des gens qui auront très longtemps leur nom dans les livres d'histoire, alors que lui-même sera sans doute cité dans les annexes, en petit, dans une case de l'arbre généalogique que les étudiants ne seront même pas sommés de connaître par cœur. Bref, il espérait sans doute, par son départ en Amérique et son autobiographie, provoquer un scandale à la Édouard VIII, qui en 1937 épousa une roturière divorcée, sous la mine en effet scandalisée de tout un empire. Mais en fait d'histoire, la sienne restera une histoire drôle. En résumé, avant de vous dire à bientôt, le suppléant est un parallélépipède rectangle qui ira très bien sur votre buffet Ikea pour montrer à votre nouveau crush que vous lisez
puisque telle était votre prétention sur votre profil mythique. Et lorsqu'il ou elle vous demandera ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à dire que ça ne vaut pas un bon Guillaume Musso. Et ça devrait achever de le ou la séduire, et vous pourrez partir en vacances chaque année à la mer et vous offrir des bacs à la Saint-Valentin devant les autres clients du restaurant tout jaloux de n'avoir reçu que des fleurs ou une boîte en paillettes de chez Wish. Votre histoire semble bien partie. S'il vous prenait de le lire quand même, sincèrement, je crois que vous passerez un bon moment car je me suis quand même passionné pour cette écriture fluide, imagée et quand même de bonne tenue philosophique, étonnante pour un Afro-Américain avec un nom de procès de Nuremberg. Et tant que je vous ai, n'hésitez jamais à m'aider financièrement sur Tipeee ou Utip. Je veux dire, si vous avez à choisir entre ça et acheter le livre de Harry, sachez que moi, c'est pour manger. À bientôt donc, ici ou sur d'autres chaînes.